Salutations à tous. Ce soir, nous nous lançons dans l'histoire extraordinaire, brutale et étrangement poétique de Ragnar Lothbrok. Avant de commencer, prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Seulement si vous appréciez sincèrement le contenu que je partage ici. Partagez également dans les commentaires d'où vous regardez et l'heure actuelle. Il est toujours fascinant de voir l'étendue mondiale de notre audience. Maintenant, baissez les lumières, peut-être allumer un ventilateur pour ce doux bruit de fond, et commençons notre voyage dans le récit de ce soir ensemble. Vous entrez dans cette histoire avec le même niveau de clarté historique qu'un puzzle à puzzle opaque. Aucun acte de naissance, aucune pierre runique gravée, pas même une version largement acceptée de la saga. Un jour, vous êtes un garçon vivant au bord d'un fjord. Le lendemain, vous êtes Ragnar Lothbrok, bientôt craint à travers les côtes anglo-saxonnes. Honnêtement, c'est un fardeau considérable pour un enfant qui croit encore que la mousse est une sorte de friandise. Votre père a peut-être été un roi mineur ou simplement un individu insignifiant. Certains prétendent qu'il gouvernait la Suède, tandis que d'autres insistent qu'il régnait sur le Danemark. Et quelques poètes ivres, suspectés d'être intoxiqués, affirment qu'il n'avait d'autorité que sur ses chèvres. Votre mère, peut-être de sang noble, peut-être légendaire, ou peut-être simplement quelqu'un qui racontait des histoires au coucher sur des trolls et a décidé d'en élever un, a peut-être été tout cela ou rien de tout cela. Quant à toi, petit Ragnar, tu représentes déjà une perturbation pour la clarté historique. Ton enfance est difficile, pour le dire poliment, des huttes froides et humides, avec du poisson servi au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. On t'apprend à manier une épée en bois avant même que tu n'apprennes à lire. La littératie n'est pas vraiment encouragée, après tout. Il est difficile de composer de la poésie lorsque tes mains sont occupées à tenir les barres de fin des moutons. Lorsqu'il est temps pour toi de marcher solidement dans la neige, tu as aussi pris l'habitude de ne pas poser trop de questions. Lorsqu'un homme borgne portant 12 cicatrices déclare que ton avenir est de devenir un guerrier redoutable, tu te contentes d'acquiescer poliment en disant « merci ». Même s'il sent le hareng pourri et n'a pas cligné des yeux depuis l'hiver dernier, tu acceptes son jugement. Ton premier moment de reconnaissance vient d'un choix de mode audacieux. Tu confectionnes un pantalon à partir de la peau rugueuse d'une créature, peut-être un ours, ou peut-être simplement une chèvre particulièrement irascible. Quoi qu'il en soit, le surnom perdure. Lothbrok, pantalon poilu. Ni le plus rapide, ni le plus brave. Juste un pantalon. Pourtant, tu parviens à leur faire remplir leur rôle. Tu le portes avec confiance. Tu le portes pour le combat. Tu le portes pour un repas. Les autres observent et commentent. Vous restez inchangés. Vous êtes déjà sur le chemin pour devenir une légende. Le reste du voyage consiste simplement à créer l'idée de trop en faire. Le soir, vous vous installez près du feu et écoutez des histoires d'Odin, de Thor et de héros qui naviguent vers Valhalla à bord de navires de feu. Vous regardez dans les braises incandescentes et une intuition en vous reconnaît quelque chose. Finalement, les gens partageront des récits sur votre vie. Votre seul souhait est qu'ils se souviennent précisément de votre pantalon. Les détails de votre premier voyage en bateau vous échappent, mais votre dos en conserve la mémoire. Cela a probablement commencé lorsque votre père, votre oncle ou un voisin quelque peu éméché, aux mains rugueuses et ayant trop de temps libre, a placé une petite pierre dans votre main en disant « Ro, garçon ». Aucune autre explication ou motivation n'a été donnée. Juste l'ordre de ramer ou d'être laissé derrière. Les Vikings n'utilisent pas de dispositif de flottaison. Le navire est un longship, mais il semble encore plus long quand tu as 5 ans, pagayant aux côtés d'hommes nommés Skull Splitter et Eric le Flatulent. Tu t'assois sur un siège en bois, humide pendant 12 heures, bougeant en synchronisation avec un homme qui frappe un tambour, comme s'il était furieux contre le rythme lui-même. Des ampoules se forment sur tes mains à force d'efforts incessants. Par la suite, ces ampoules développent donc leurs propres ampoules secondaires. Bien joué, tu as maintenant officiellement rejoint l'équipage. Les rations à bord comprennent du poisson séché, du sel et une dysenterie bénigne.
Tu te rends rapidement compte que la mer ne se soucie pas de la légende que pourraient devenir tes futures histoires. Elle est froide, humide, et porte la puanteur des sous-vêtements de chaque viking. La lueur d'espoir, c'est que tu finis par t'y habituer. La partie malheureuse, c'est que tu t'y accoutumes. Naviguer implique une combinaison d'instinct, de navigation céleste et d'une obstination nordique implacable. Si vous allez vers l'ouest et que vous rencontrez quelque chose, c'est soit de la terre, soit une baleine. Dans les deux cas, vous saisissez l'occasion de faire un raid. Pendant les pauses de la rame, vous commencez à entendre vos premières impressions des histoires de camps vikings, des souvenirs enivrés de batailles, de bêtes sauvages et de rencontres étranges avec des moines qui ne combattent ni ne rasent correctement. Vous écoutez avec de grands yeux, vous demandant si un jour vous aurez votre propre récit partagé dans leur hall, de préférence avec moins de mention du mal de mer. En chemin, vous assimilez quelques principes vikings essentiels. Ne jamais faire confiance à un saxon avec du vin, toujours sécuriser votre casque avant de sauter du navire, et si les dieux vous accordent des vents favorables, ne le remettez pas en question. Partez en raid. Lorsqu'arrivent vos années d'adolescence, vos muscles sont plus puissants que la plupart des bœufs adultes, et votre sens de l'orientation devient étonnamment précis, même lorsque vous êtes légèrement concussionné. Vous avez survécu à votre première tempête, vidé frénétiquement l'eau de votre embarcation, et même vomi sur les bottes d'un chef. Tout cela dont vous avez miraculeusement réchappé. Vous n'êtes plus simplement un garçon en pantalon poilu. Vous êtes devenu un viking avec de fortes jambes en forme de bateau, portant une haleine de poisson pestilente et une faim croissante de gloire. Et pourtant, tu es encore à la veille de l'adolescence. Tu as enfin atteint ton objectif. Tu as navigué à travers des eaux glacées, consommé suffisamment de morue séchée pour obtenir un titre partiel, et maintenant, enfin, tu le vois. Un monastère, serein, silencieux, grouillant d'hommes non armés, vêtus de robes, qui n'ont même jamais aperçu une hache de près. Tu es sur le point de devenir une marque étonnante et inoubliable dans leurs manuscrits enluminés. Tu lances ton drakkar à l'aube, car, parmi les Vikings, rien n'est plus précieux que le timing parfait pour une attaque dramatique. Le brouillard commence à se dissiper. Les oiseaux s'envolent rapidement. Un moine fait tomber accidentellement sa cuillère en bois, sa chute étant capturée au ralenti. Tu charges en avant, en criant quelque chose qui semble vaguement héroïque. Honnêtement, cependant, ce n'est principalement que du bruit. Votre objectif est de saisir des calices en argent, de vous adonner à une cuisine exotique et de profiter de la montée d'adrénaline en intimidant ceux qui prient plutôt que de se battre. Le monastère n'offre aucune défense. Ses habitants croient en la paix, la charité et une stricte observance des Écritures. Ces traits sont utiles pour prendre soin d'un jardin potager, mais s'avèrent moins efficaces lorsqu'un homme velu maniant une hache de guerre défonce votre porte. Vous les voyez tenir des reliques, crier des phrases en latin, et dans un cas, se cacher derrière un tas de poissons séchés. Vous n'êtes pas particulièrement impressionné, mais leurs gobelets étincelants et leurs coiffures étranges attirent votre attention. Vous interrogez l'un d'eux sur l'emplacement du trésor. Il commence à chanter en réponse. Vous l'interprétez comme un chant de guerre et, délibérément, renversez une table pour souligner votre point. Le trésor est découvert, le pain est saisi, et un moine désorienté finit à bord de votre navire, pas exactement en tant que captif, mais plutôt comme un interlocuteur intrigant. Vous n'avez jamais rencontré quelqu'un d'aussi terrifié tout en étant remarquablement courtois en même temps. De retour chez vous, vous ramenez vos butins, votre moine, et une réputation qui est passée de l'homme en pantalons étranges à le cauchemar du christianisme. Les ménestrels commencent à composer des chansons sur votre raid, bien qu'ils se trompent principalement dans les détails. La rumeur veut que vous soyez arrivé à cheval sur un loup et que vous ayez combattu seul une douzaine de gardes. Vous choisissez de ne pas corriger leurs inexactitudes. L'ornementation est un aspect essentiel de la marque. Chez vous,
Vous appréciez ma saveur pendant que votre moine regarde horrifié un renne pris dans une crise existentielle. Vous avez ouvert un portail reliant deux royaumes, l'un forgé de fer et de glace, l'autre de parchemin et de cloche. L'amour n'est pas ce que vous ressentez. À la place, vous pillez. En un instant, vous dévalisez un village côtier paisible. Et l'instant d'après, vous demandez nerveusement à une femme armée d'une lance et d'une rancune de vous épouser. Son nom est l'Agatha. Elle dépasse la plupart de votre équipage en combat et semble se baigner moins d'une fois par mois. Êtes-vous épris ou abasourdi? Peut-être les deux à la fois. La convaincre de vous accepter n'est pas une tâche facile. Elle exige que vous montriez votre loyauté en abattant un ours et un chien avec seulement un bâton et la bravoure d'un menteur expérimenté. Vous parvenez à le faire, mais de justesse. Elle accepte de vous épouser, bien qu'il reste incertain si sa décision provient de l'affection ou du désir de voir combien de temps vous tiendrez. La vie à deux est tumultueuse. Elle est une guerrière, une porteuse de boucliers. Vous êtes un fermier à temps partiel et un tormenteur de moines à temps partiel. Les conflits se résolvent avec des haches. L'amour se manifeste en s'abstenant de se poignarder mutuellement avant le petit déjeuner. Le romantisme ressemble à une compétition qui se termine par un souffle court et l'arôme de ragoût de chèvre. Avec le temps, vous faites la même chose que tous les hommes dans les contes médiévaux lorsque l'amour devient compliqué. Vous partez. Pour être honnête, l'Agatha a probablement menacé de brûler votre lit, ce qui vous a poussé à choisir la diplomatie venue d'un autre pays. Voici Thora, une dame aristocrate, magnifique, noble, légèrement maudite. Elle est protégée par un serpent. Non, pas de façon figurée. Un énorme serpent réel. Les villageois locaux tentent de gagner son affection, mais sont finalement dévorés par un serpent. Toujours le romantique. Vous voyez cela comme un défi. Armé de vos célèbres braies poilus et d'une lance acérée, vous affrontez la créature, tuez le serpent et remportez à la fois la demoiselle et un surnom amélioré. Maintenant, aux yeux des autres, vous êtes Ragnar, serpent un peu comme une figure paternelle. Les prophéties flottent comme une brume glacée autour de votre famille grandissante. L'un de vos fils est destiné à gouverner le monde, tandis qu'un autre pourrait tuer un dragon ou peut-être un évêque, les détails restent incertains. Les prophéties médiévales viennent rarement avec des notes explicatives. Entre mariage, vision et plus d'enfants que vous ne pouvez en compter avant que l'excitation ne s'éteigne, votre vie personnelle commence à ressembler à un mythe en cours. Vous n'êtes pas certain si vous construisez une famille ou si vous établissez une dynastie régnante, mais dans tous les cas, il y a beaucoup de cris, un sentiment de destin et au moins une prophétie représentant un arbre saignant de sa tronque. Vous ne remettez pas cela en question. Vous hochez simplement la tête gravement, semblant soit sage, soit complètement épuisé. Il n'y a pas de cérémonie officielle, pas de couronne, pas de grande partition musicale. Vous accédez au trône de roi à la manière traditionnelle des Vikings, en étant légèrement plus difficile à tuer que les autres. Un instant, vous vous tenez au sommet d'un tas de trésors. L'instant d'après, des gens vous appellent roi Ragnar, principalement parce que vous possédez plus de navires que eux et que vous n'êtes pas mort récemment. Ce n'est pas un titre officiel. La direction viking ressemble à un mélange de jeu brutal de thrones et de bagarres dans la cour d'école. Être roi consiste principalement à devoir des faveurs et à être attendu pour couvrir les coûts du hydromel lors des festins. Cependant, vous occupez la place d'honneur à la table du dîner, et votre voix attire l'attention lorsque vous criez, alors vous vous persuadez que cela en vaut la peine. Votre territoire, en termes techniques, est le Danemark. En réalité, peu importe la portion de côte que vous n'avez pas récemment incendiée, l'idée de frontière reste fluide, et votre carte n'est qu'une pièce de cuir humide avec des notes agressives esquissées au charbon de bois. Pour maintenir votre autorité, vous suivez les méthodes de tous les sages dirigeants. Menez des raids fréquents, racontez des histoires inspirantes et gardez les nobles éloignés du rack à armes lorsqu'ils boivent.
De plus, vous faites semblant de mourir 2 fois. La première fois, c'est un coup calculé, une ruse astucieuse pour entrer à Paris en prétendant être mort, avec des funérailles factices et des prêtres perplexes. La deuxième fois, c'est moins délibéré. Vous disparaissez simplement pendant un certain temps après un festin particulièrement gênant où vous avez involontairement insulté 3 comtes, 2 fils et une chèvre. La rumeur veut que Ragnar ne soit plus en vie. Ensuite, vous arrivez à bâtisser en bateau comme si rien ne s'était passé. Ce schéma se répète avec le temps. Finalement, même vous commencez à oublier si vous êtes officiellement en charge, en train de mener des raids, en exil, ou simplement à la retraite. Le pouvoir dans la société viking ressemble à jongler avec des axes enflammés, spectaculaires, imprévisibles, et seulement légèrement dangereux si vous êtes habile. Votre cour se réunit dans une salle enfumée, remplie de guerriers, de buveurs, de poètes, et de cet individu qui défie constamment tout le monde à des matchs de bras de fer pendant les repas. Les lois sont promulguées à coups de cris. Les conflits se résolvent par l'échange de bijoux et de propositions de mariage, mêlant souvent cela à des négociations de prise d'otages. Néanmoins, vous sentez quelque chose s'éveiller, une sensation que ce royaume chaotique et désordonné est relié à quelque chose de plus grand. Votre histoire ne fait que commencer, ou peut-être que ce n'est que le harangue fermenté qui fait encore des siennes. Vous n'avez aucune intention d'effrayer tout un continent uniquement par l'atmosphère. Cela arrive souvent de manière involontaire. Votre objectif était Paris, une ville aux murs solides, riche, au vin qui ne goûte pas le remords, et avec l'avantage supplémentaire d'être française, ce qui signifie que très peu de gens y ont déjà rencontré quelqu'un drapé dans une peau de loup, criant à propos d'Odin avant le petit déjeuner. Votre tactique consiste à les bewilder pour qu'ils se soumettent. Vous arrivez avec une flotte si massive qu'elle provoque un bouleversement théologique. Les Francs voient vos navires et commencent immédiatement à se baptiser en masse, juste pour être prudents. Les évêques locaux préparent rapidement des prières d'urgence. Les nobles se retirent dans leur tour, tandis qu'une personne prétendrait s'évanouir à la simple mention de votre barbe. Cependant, votre but n'est pas uniquement de causer des destructions. Non, votre objectif est de divertir. Vous commencez modestement, en engageant des concours de cris spontanés à l'extérieur des défenses de la ville. Vous exécutez des danses d'épée sur des navires et ornez la proue de crânes d'animaux pour cultiver cette apparence possédée. Vous jetez même une poignée de têtes coupées par-dessus les remparts, non pas pour un avantage stratégique, mais parce que vous pensez que les Francs pourraient avoir besoin d'un peu de sensations fortes. Et maintenant, pour le grand final, faire semblant d'être mort. Vous vous allongez dans votre dracard, les bras croisés, avec une expression sérieuse sur le visage. Votre équipage commence à se lamenter bruyamment, comme si vous aviez été convoqué au Valhalla. Il demande de vous enterrer dans la cathédrale chrétienne, comme un geste de révérence, naturellement. Déchirés entre superstition et attente sociale, les Francs consentent et les portes s'ouvrent. Soudain, vous vous redressez dans votre cercueil à mi-chemin de la cérémonie, ressemblant à un fantôme groggy, accablé de doutes fiscaux. Les spectateurs poussent un cri d'effroi, et l'évêque laisse tomber sa Bible, surpris. Avant que quiconque ait le temps de comprendre pleinement ce qui se passe, vous avez déjà envahi la cathédrale, pillé le trésor, et peut-être laissé quelques témoins secoués au-delà de toute reconnaissance. Ce n'est pas un combat, c'est un spectacle. Vous quittez Paris non seulement en tant que vainqueur, mais en tant que légende. Une présence spectrale, une histoire d'avertissement que les mères racontent à leurs enfants. Si vous ne rangez pas votre chambre, Ragnar pagera la Seine jusqu'à chez vous et criera dessus. Dans les terres du Nord, votre peuple est en admiration. Vous n'avez pas simplement émergé victorieux. Vous avez laissé un royaume entier psychologiquement brisé. Vous avez pionnier une nouvelle forme de guerre, déconcertant vos ennemis à tel point qu'ils oublient comment ouvrir des portes. Vous n'êtes plus simplement un viking, vous êtes une légende en devenir. Finalement, vous en venez à penser que s'attaquer au monastère côtier
est assez simple. Vous êtes Ragnar Lothbrok, en partie un roi, un combattant de serpents, une icône de la barbe, et vous vous sentez sans défi. En conséquence, votre attention se tourne vers Paris. Pas principalement pour un avantage tactique, ni uniquement pour le trésor. Comprenez-vous? Partiellement pour le trésor, oui. Mais surtout parce que Paris est vaste, éblouissante, française, et vous êtes curieux de découvrir ce qui se passe lorsque vous la poussez à ses limites. Vous rassemblez une flotte de centaines de navires, mobilisez des milliers de combattants, et n'avez pas de plan concret. Les discussions stratégiques impliquent des grognements dirigés vers des cartes et des débats animés sur l'endroit où allumer les feux. Naturellement, vos fils vous accompagnent. Bjorn est rempli d'anticipation, tandis qu'Ivar affiche une attitude exceptionnellement enthousiaste envers les stratégies de siège, surtout compte tenu de son jeune âge. Vous approchez de la ville comme si c'était votre propre allée, naviguant sur la rivière avec confiance. Les Parisiens deviennent frénétiques. Les cloches d'église sonnent à toute volée et les prêtres crient d'alarme. La classe noble réalise rapidement les conséquences de construire leur ville autour du vin, du pain et de l'absence de défense adéquate contre des attaquants furieux vêtus de capes en fourrure. Votre première attaque est une attaque viking typique. Cris, axes qui s'abattent et lancement de projectiles enflammés contre les murs. Néanmoins, Paris s'avère être quelque peu mieux fortifié qu'un monastère côtier typique. En réponse, vous modifiez votre approche, ce qui consiste à élever encore plus la voix et à tenter de créer des tours de siège, bien qu'elles s'effondrent principalement. L'innovation peut être une entreprise difficile. Au fur et à mesure que le siège se prolonge, l'ingéniosité commence à émerger. Vous établissez des blocus. Vous provoquez et taquinez vos adversaires. Vous transmettez des messages en attachant des notes aux flèches, généralement quelque chose comme « Bonjour, nous sommes toujours là ». Vos troupes commencent à se livrer à des activités douteuses, comme manger des cygnes et des anguilles suspectes. Malgré les circonstances, les esprits restent élevés grâce à des contes, des boissons et quelques rares disputes bruyantes en intérieur. Finalement, les Francs proposent une somme d'argent conséquente, une rançon énorme, si importante que même les dieux en fronceraient les sourcils. Vous faites semblant de l'envisager, principalement pour paraître noble. Puis, vous saisissez l'or et partez comme prévu après une performance dramatique comprenant votre mort simulée, une renaissance inattendue et un évêque perdant son calme. Le siège était-il une brillante manœuvre tactique ? Pas vraiment. Est-ce que cela a abouti à des gains territoriaux ? Là aussi, non. Néanmoins, tu as pénétré profondément au cœur de l'Empire carolien, frappé à la porte bruyamment et quitté plus riche qu'un dragon à la retraite. Le message est clair. Ragnar fait ce qu'il veut. Et Paris garde maintenant un œil ouvert en dormant. Tu as pillé des monastères, mis le feu à des villages, enduré des fosses à serpents et engendré assez d'enfants pour lancer ta propre émission de télé-réalité sur la guerre. Pourtant, rien, absolument rien, ne te prépare à la cuisine française. Tout commence après le siège de Paris, lorsque les Francs, désireux de t'empêcher de tout prendre ce qui n'est pas fixé, et même certains objets fixés, te proposent d'un tribut. Cela inclut des reliques en or et un banquet royal conçu pour honorer ta conquête. Tu acceptes, principalement poussé par la curiosité et un sens de la confiance dangereusement gonflé. La table est prête. Il n'y a pas d'insectes rôtis, pas de boudin, pas de cornes de hydromel débordant de victoire. À la place, on t'accueille avec du pâté. On le décrit comme une pâte de viande finement assaisonnée, mais il a le goût comme si quelqu'un avait murmuré « poulet » au-dessus d'un bol de boue. La surface évoque des substances que l'on gratterait habituellement de ses chaussures après avoir traversé une mêlée boueuse. Ensuite, il y a des escargots. Tu les prends pour une blague. Tes combattants anticipent ton amusement. Cependant, ce sont des escargots préparés intentionnellement, assaisonnés aux herbes. Étonnamment, cela est considéré comme une délicatesse. Par politesse, vous en goûtez une.
elle glisse dans votre gorge comme un sentiment de remords. Vous continuez d'avancer, optimiste. Un nouveau plat arrive, dégageant un léger arôme, rappelant le fromage et la discipline. C'est une roue de fromage douce et affinée, conservée dans la cave d'un moine, probablement à côté des restes de l'individu qui a osé y goûter en premier. Le goût peut être décrit comme intense. Vous demandez de la bière, mais ils vous servent du vin, fin, acidulé, cramoisi, comme la boue d'un champ de bataille. Vos compagnons essaient de l'apprécier, mais finissent par proférer des malédictions totalement nouvelles. L'un d'eux verse une larme. Le pain a bon goût jusqu'à ce que vous remarquiez qu'il contient des raisins secs. Vous pensez à mettre le feu à la table. Pendant ce temps, vos hôtes sourient avec fierté, croyant qu'ils montrent la véritable civilisation. Vous envisagez de répondre par une décapitation courtoise, mais à la place, vous hochez la tête et mâchez lentement, comme si c'était ainsi que les divinités du Nord perçoivent la saveur. Plus tard dans la soirée, vous et votre équipage vous retirez en toute sécurité vers vos dracars, où vous préparez un repas simple et familier, de la viande, nature, carbonisée et fiable. Tout le monde convient de ne plus jamais parler de l'incident avec l'escargot. Votre objectif était la conquête. À la place, vous repartez avec une indigestion. Dans les sagas, ils raconteront vos raids, vos batailles, votre ingéniosité. Mais ils ne connaîtront jamais la véritable peur que vous avez rencontrée ce jour-là. Une cuisine franque, élégante. Vous avez conquis des territoires, déjoué des monarques et inspiré la peur dans des prêtres entiers. Pourtant, vous êtes également tombé dans le piège classique des Vikings, consistant à reproduire avec enthousiasme et sans modération. Vos chiffres deviennent si importants que vous commencez à oublier à quel fils appartient chaque épouse. Parmi eux se trouve Bjorn Ironside, résilient, fiable, avec une mâchoire forte, peut-être allergique Shems. Ensuite, il y a Ivar, le sans-os, qui se déplace comme un puzzle et parle avec la conviction d'un prophète tourmenté par des problèmes de colère. Et ne négligez pas Sigurd Snake dans l'œil, qui, fidèle à son nom, possède un regard étrange qui met tout le monde mal à l'aise pendant les repas. Et ce n'est que pour les personnages nommés. Vous essayez d'être un père attentionné, ou du moins présent, ce qui, en termes vikings, signifie leur enseigner à tuer rapidement, ramer en synchronisation, et ne jamais faire confiance aux Anglais. Vous partagez des histoires de exploits héroïques et d'êtres divins, de batailles contre des monstres marins, de porteurs de peau d'ours, et peut-être même de faire semblant de mourir une ou deux fois. Le problème, c'est que vos fils prêtent vraiment attention. Bjorn prend la mer pour devenir une légende à travers la Méditerranée. Evar commence à conspirer pour contrôler tout un empire avant d'atteindre l'adolescence. Witzer a du mal à choisir entre devenir poète ou chef de guerre. Huber souhaite simplement que tout le monde s'entende, ce qui est plutôt adorable. Le vrai problème, c'est que vous avez engendré une lignée de berserkers chaotiques. Chaque rassemblement à la salle de Mead dégénère en délibération tactique. Chaque fête familiale devient un débat sur qui a droit à quel royaume. Vous avez déjà tenté une expédition de liaison père-fils pour vous retrouver à médiatiser 3 duels séparés avant le petit déjeuner. À un moment donné, vous avez sérieusement envisagé de faire semblant de mourir encore une fois, cette fois simplement pour vous reposer. Au fil des années, vous réalisez que votre légende est assurée, pas à cause de vos actions, mais parce que vos fils sont des incarnations vivantes, armés de swords, de la saga de Ragnar et en sont aussi les outils de marketing. Vous avez engendré plus que des enfants, vous avez créé des trames narratives, des lignées marquées par le conflit, la domination et parfois par des coups de couteau juste pour le plaisir. Il semble que l'héritage viking consiste surtout à gérer un trauma intergénérationnel avec des axes. Au fond de vous, un sentiment de fierté persiste encore. Certes, il pourrait mettre le feu à la moitié de l'Europe et avoir des opinions totalement opposées sur tout. Pourtant, ce sont vos jeunes chefs de guerre, et tôt ou tard, ils proclameront votre nom à travers des eaux lointaines, même s'ils trébuchent sur la prononciation. Un matin,
Après encore un rêve où Odin offre des conseils cryptiques et où un corbeau se moque de votre barbe, vous vous réveillez épuisé, pas à cause d'un combat, du mal de mer, ni d'une gueule de bois, juste une fatigue existentielle profonde. Vous vous asseyez près du feu, aiguisant une lame qui n'a plus besoin d'être affûtée. Et pour la première fois, au milieu de ton existence chaotique, esquivant les serpents et provoquant les évêques, tu contemples l'idée de l'héritage. Tu te demandes si j'ai transformé le monde ou si je lui ai simplement infligé des blessures artistiques. Certes, tu as pillé des royaumes, assiégé Paris, et transformé des monastères en bord de mer en centres financiers vikings. Mais qu'est-ce qui perdure vraiment ? Les chroniqueurs se souviendront-ils de tes triomphes ou seulement de tes échecs plus extravagants ? Comme cette fois où tu as tenté de faire croire ta propre mort dans une charrette de foin et que tu as fini par éternuer pendant une éloge funèbre. Tes pensées dérivent vers tes fils, puissants, redoutables et terriblement déterminés. Tu as élevé une lignée d'hommes qui domineront peut-être le monde ou transformeront les réunions de famille en disputes violentes. Dans tous les cas, ils se souviendront de toi. Probablement en débattant de qui tu aimais le plus. Tu ne l'as pas fait. Tu étais tout aussi effrayé par eux tous. Tu te souviens de Latter, la guerrière qui a jadis lancé une hache en direction de ta tête et qui, d'une manière ou d'une autre, a rendu cela romantique. Tu te rappelles d'Alag et de ses visions, ainsi que de la façon dont ses fils ne clignaient jamais tout à fait comme des enfants ordinaires. Honnêtement, tu te souviens de nombreuses femmes. Tu étais occupé, mais par-dessus tout, tu te rappelles la mer, le vent qui souffle dans ta barbe, le bruit des rames fendissant l'or, la façon dont ton cœur s'emballait à la simple pensée de terre nouvelle à embraser. Un sourire effleure tes lèvres. Le regret n'est pas quelque chose que tu portes beaucoup. Peut-être cette seule escargot. Puis, comme tout fier nordique, tu ranges cette sentimentalité. La réflexion est un luxe réservé aux rois avec des pensions. Votre Ragnar. Votre histoire ne se murmure pas doucement près du feu. Elle se crie haut et fort dans de grandes salles par des hommes ivres avec une mémoire défaillante. Pourtant, il est réconfortant d'imaginer qu'après que vos os se seront transformés en poussière et que vos fils se seront disputés votre collection de haches, quelqu'un quelque part murmurera votre nom puis dira « N'était-il pas celui qui a été jeté dans une fosse aux serpents ?» Oui, en effet, mais nous y reviendrons dans peu de temps. Soyons honnêtes, lorsque vos activités incluent piller des royaumes, ridiculiser des monarques et faire semblant de mourir pour un effet dramatique, il ne faut pas longtemps avant qu'une personne ne se lasse de vos frasques. Cette personne s'avère être le roi Ella du nord d'Umbrea, l'incarnation humaine d'une rancune gravée dans la pierre. Vous l'avez insulté, embarrassé, et peut-être même emprunté quelques-uns de ses villages côtiers sans jamais les rendre. Il n'est pas content. Tôt ou tard, vous faites ce que tout vieux rockstar viking finit par faire. Vous mettez les voiles pour un dernier voyage. Sauf que cette fois, au lieu de fils assoiffés de sang ou de guerriers presque nus, vous arrivez avec presque personne à vos côtés. Vous débarquez en Angleterre avec une petite flotte et la confiance de quelqu'un qui croit en sa propre légende. Cela pourrait être considéré comme à la fois remarquablement courageux ou totalement insensé, ou peut-être les deux. Et là, rapide à saisir l'opportunité comme un chat repérant une souris ivre, vous capture. Maintenant, vous êtes Ragnar Lothbrok, une légende, la terreur de Christrysendom, le conquérant de Paris. Mais vous êtes enchaîné. Vous vous sentiriez humilié si la situation n'était pas si poétique. On vous jette dans un donjon, on vous donne de la bouillie, probablement mêlée d'amertume, et on vous informe que votre exécution est en préparation. Une phrase qui n'offre que peu de réconfort. Vous réfléchissez brièvement à la possibilité que cette issue soit peut-être inévitable. Les ennemis ont tendance à s'accumuler lorsque l'on vit comme vous, roi, moine, épouse jalouse, alliés abandonnés, marchands trahis, anciens amants. Si votre boîte de réception était réelle, ce serait un crime de guerre. Les intentions d'Ella vont au-delà de simplement vous éliminer. Ils cherchent à envoyer un message puissant. Et quelle meilleure façon de transmettre « Ne nous envahissez plus jamais »
que de jeter le viking le plus célèbre dans une tanière de vipères? Délicieux. Vous êtes mené enchaîné, votre barbe adéquatement décoiffée par le vent, votre dignité à peine intacte. Une foule se rassemble, certains pour applaudir, d'autres pour se réjouir de votre malheur. Quelques-uns sont simplement curieux de vérifier si l'histoire de la fosse aux serpents était exacte. Attention aux spoilers, c'est le cas. Vous êtes Ragnar Lothbrok, fils d'Odin, ou du moins ce que prétendent des sources douteuses. Et maintenant, vous n'êtes plus qu'un appât pour les serpents. Naturellement, c'est ce qui se passe. C'est la conséquence d'avoir provoqué trop de personnes pendant une longue période. Vous prenez une dernière profonde inspiration et, à la manière de Ragnar, vous affichez un sourire. Voici donc Ragnar Lothbrok, autrefois redouté à travers toute l'Europe, maintenant un homme piégé dans une fosse entourée de serpents. Ce n'est certainement pas la retraite de viking que vous aviez en tête, mais au moins vous avez toujours aimé faire une sortie spectaculaire. Et là, du nord d'Umbrea se tient au-dessus de l'enclos, ressentant une sensation de satisfaction. Le public murmure entre eux, incertains s'ils assistent à la justice ou au calme avant la tempête. Pendant ce temps, vous ressentez une étrange sensation de sérénité. Peut-être est-ce l'effet du venin qui commence à agir. Peut-être est-ce la compréhension que ce n'est pas une fin, mais simplement une transformation en non. Car voici la vérité cachée. Vous êtes sur le point de devenir plus fort que jamais, tout en étant encore en vie. Alors que les serpents s'enroulent autour de vous comme des écharpes inconfortables et mordantes, vous éclatez d'un rire fort. Vous récitez des vers anciens norrois. Tu râlaises à propos d'Odin qui t'attend patiemment dans Valhalla. Tu commences à prévoir la féroce rétribution de tes enfants comme si tu auditionnais pour une adaptation norroise de Shakespeare. Le public est troublé. Ella commence à douter d'elle-même. Pendant ce temps, les serpents poursuivent leur œuvre sans relâche. Et puis tu décèdes. Essentiellement parce qu'une fois que ton corps se refroidit, ta légende commence à s'enflammer. La nouvelle se répand rapidement, alimentée par mes histoires. Ragnar n'a pas trouvé sa fin dans la mort. Il s'est élevé vers la grandeur. Ragnar n'a pas péri au combat. Il a délibérément choisi de mourir. La tanière du serpent, qu'elle soit un symbole ou une étrange forme de renouveau, varie selon le conteur. En mourant, tu atteins la vie éternelle. Les critiques chantent ton courage, immortalisant tes exploits. Tes enfants se transforment en ambassadeurs mondiaux des relations publiques pour la vengeance. Bjorn, Ivar, Sigurd et les autres adoptent pleinement le rôle de vengeurs nordiques, ravageant des royaumes tout en affirmant haut et fort qu'ils ont été lésés. Soudain, tout le monde souhaite établir un lien avec Ragnar. Même des proches éloignés, sans aucune compétence au combat, commencent à parler de toi lors de réunions sociales. Tu as transcendé la simple existence. Tu es désormais une histoire édifiante, un conte pour dormir, un cri de guerre et une source d'inspiration pour des tatouages. Tu as rejoint ce cercle rare de figures historiques dont la mort est plus célèbre que la vie. Et honnêtement, si ta fin impliquait de faire face à un trou de serpent tout en récitant de la poésie, ce n'est pas la pire façon de partir. Alors, non, Ragnar Lothbrok n'a pas vraiment péri dans cette fosse. Il est devenu une légende. Et comme tout viking expérimenté le confirmerait, les légendes ont tendance à durer plus longtemps que les souverains. Dès que la nouvelle de votre chute traîtresse se répand de l'autre côté de la mer du Nord, vos fils réagissent exactement comme on pourrait l'attendre de descendants de vikings, avec des accès de rage sauvages et dramatiques. Bjorn Ironside cesse immédiatement sa routine de polissage de son physique et commence à aiguiser sa hache. Iva, manquant de toute maîtrise, réagit avec des yeux qui brillent comme si quelqu'un venait de lui accorder une vendetta personnelle. Witzer, Sigurd et les autres occupent un espace quelque part entre des seigneurs de guerre impitoyables et des enfants vikings profondément marqués par la vie. Pourtant, au lieu de s'asseoir pour discuter de leurs émotions, ce qui, honnêtement, serait peu probable, ils choisissent la seconde meilleure option. Rassembler une flotte aussi vaste qu'un déluge biblique et mettre le cap sur l'Angleterre
pour provoquer une apocalypse classique. Votre disparition n'était pas seulement une perte personnelle, elle est devenue un symbole pour le marketing. Ragnar, tu t'es transformé en l'équivalent nordique d'Obi-Wan Kenobi. Tu as été tué pour devenir une légende plus grande que ton moi terrestre. Tes enfants sont motivés non seulement par un désir de vengeance, mais aussi pour honorer ton statut mythique. Ainsi commence ce que les futurs historiens appelleront la Grande Armée païenne, et ce que Ella nommera ominieusement « Oh non ». Ils arrivent en Angleterre avec la subtilité d'un Longship tombé. Des villages sont incendiés. Les Saxons sont plongés dans le chaos. Les rois organisent des rassemblements de prières urgents. Ella lui-même se retrouve pris dans une ironie poétiquement plaisante. Après cela, le moment que tu attendrais le plus arrive. Il ne se contente pas de l'exécuter. Au lieu de cela, il réalise l'aigle de sang, une punition viking notoire impliquant les côtes, les poumons et une multitude de cris de douleur rappelant la clinique d'un dentiste médiéval. Que ce rituel ait réellement eu lieu ou qu'il ne soit qu'une propagande nordique reste incertain, mais il donne certainement une impression de Ragnari. Par la suite, le chaos éclate. Vos fils commencent à forger leur propre royaume, s'affrontant pour le territoire, l'allégeance, et pour savoir qui leur père favorisait le plus. Evar devient une légende redoutable à part entière, intelligent, impitoyable et totalement indifférent aux règles de la morale ou de la santé mentale. Bjorn s'aventure à l'extérieur, conquiert des terres et évoque l'idée de tout gouverner. Witzer reste contemplatif et lunatique. Sigurd regarde avec suspicion. Ubbe tente de raisonner, mais échoue toujours. L'histoire se déploie comme une saga épique remplie de trahisons, de conflits familiaux et de coiffures discutables. Essentiellement, si HBO avait existé, votre patrimoine aurait perçu des royalties. Bien que vous ne soyez plus en vie, Ragnar, votre drame continue de résonner. Vous êtes officiellement disparu, mais en réalité, cela ne marque que le début du véritable voyage. À ce stade, vous ne cessez plus d'être simplement un homme. Au contraire, vous devenez un concept, un esprit, un mythe enveloppé de fourrure, taché de sang et accompagné d'une mélodie envoûtante. Les bardes de toute la Scandinavie sont désormais en un frénétique élan créatif. Soudain, chaque conteur a une histoire de Ragnar. Lutta-t-il contre un dragon? Peut-être. A-t-il engendré 47 descendants, dont certains étaient à moitié loups ou demi-démons berserk? Cela reste sujet à débat. Mais qui oserait les défier? L'histoire, telle qu'elle apparaît, est étonnamment adaptable, surtout lorsque le sujet est depuis longtemps disparu et incapable de se défendre. Certaines versions affirment que vous étiez la progéniture d'un monarque, tandis que d'autres vous décrivent comme un humble fermier doté d'un flair héroïque. On dit que le nombre de vos épouses augmente à chaque récit, l'une étant présentée comme une Shield Maiden, une autre comme une sorcière, et une troisième comme quelqu'un d'extraordinairement doué pour prédire les catastrophes. Il y a des contes de fosses à serpents, mais aussi des récits de sièges, d'îles cachées, de chaînes en or, et d'une étrange obsession pour les pantalons. Oui, c'est la partie Lord Brockrock. Cela fait référence à des brèches poilues, car apparemment, l'homme qui sema la terreur en Europe arborait aussi un style de pantalon distinctif fabriqué à partir de peaux d'animaux. Il est difficile d'inventer de telles histoires, et pourtant tout le monde semble le faire. Ta légende se transforme en symbole de morale, en cri de ralliement pour la guerre, et en pierre angulaire de l'identité nationale. Les chefs vikings affirment votre lignée comme si c'était un symbole de loyauté inébranlable. Les chroniqueurs chrétiens reconnaissent à contre-cœur votre nature remarquable, mais profondément controversée. Même les scribes français vous décrivent à contre-cœur comme implacable. Des siècles plus tard, les historiens restent divisés sur la question de votre existence réelle. Peut-être un mélange de 3 ou 4 Vikings différents ou une forme précoce de narration fictive tissée dans l'histoire. Néanmoins, cela reste sans importance. Votre héritage
perdure à travers des sagas chuchotées au clair de lune, dans des prières ferventes murmurées par des moines, et dans des boutiques de souvenirs vendant des casques à cornes que vous n'avez jamais réellement portés. Finalement, vous apparaissez dans une série télévisée où vous êtes étrangement beau et toujours parfaitement éclairé, réalisant ce que peu de figures parviennent à faire. Vous avez transcendé vos origines, devenant un symbole de la rage nordique, du fatalisme et d'un grooming impeccable de la barbe. Certes, peut-être n'avez-vous jamais complètement dominé l'Europe. Il est possible que certaines de vos victoires aient été exagérées et que certaines défaites aient été discrètement ignorées, mais ces détails sont oubliés par la plupart. Ce qui reste en mémoire, c'est Ragnar, l'homme, la légende, l'incarnation vivante d'un spoiler. À l'époque victorienne, le deuil dépassait largement la simple tristesse. Il fonctionnait comme un système structuré, une activité économique et souvent un devoir social. Le décès d'un proche n'était pas simplement marqué par des funérailles. Il déclenchait une série de cérémonies, d'achats et d'expositions qui pouvaient durer des années. Des industries entières prospéraient autour du deuil, et le deuil lui-même devenait une manière importante de montrer sa respectabilité sociale. Des boutiques spécialisées apparaissaient dans des villes comme Londres, dédiées uniquement aux vêtements de deuil. Les marchands de tissus conservaient d'innombrables rouleaux de crêpe noire, de bombasine et de soie, tandis que les bijoutiers créaient des broches et des bagues ornées de symboles de deuil, saules pleureurs, urnes, anges et mèches de cheveux. Même les fabricants de papeterie trouvaient leur profit en imprimant du matériel de condoléances pour des messages sincères. Les entrepreneurs de pompes funèbres, autrefois considérés comme de simples artisans, se sont repositionnés en tant que spécialistes gérant tous les aspects de l'expérience funéraire, des arrangements floraux à la location de porteurs et même de mourneurs silencieux. Des hommes habillés de sombre noir, dont la seule responsabilité était d'apparaître de manière appropriée en deuil, accompagnaient le cercueil. Les coutumes liées au deuil n'étaient pas de simples directives vagues, mais étaient formalisées dans des livres d'étiquette et maintenues par le jugement de la société. Une veuve riche était censée observer un minimum de 2 ans de deuil profond. Ses vêtements superposés en tissu noir lourd, ses interactions sociales considérablement réduites. Les familles qui ne respectaient pas ces normes faisaient face à des commérages sur leur manque de respect ou même leur défaillance morale. Le deuil est devenu plus qu'une simple expression personnelle de tristesse. Il s'est transformé en une démonstration publique de vertu, de loyauté et de statut social. Ce système rigoureux d'expression extérieure a donné naissance à ce que l'on pourrait appeler l'économie du deuil. Les usines produisaient d'innombrables mètres de tissus sombres, créant d'importantes quantités de textiles noirs. Les journaux étaient remplis de publicités pour des services funéraires, des bijoux pour les rituels de deuil, et même des corsets spécialement conçus pour être portés sous des robes noires. Pour la classe moyenne, désireuse de montrer leur sophistication, participer activement aux coutumes de deuil servait de moyen d'ascension sociale. Même ceux disposant de moyens limités étiraient souvent leur budget pour se permettre des arrangements funéraires appropriés, poussés par la peur de la honte associée à l'oubli de la mémoire du défunt. En résumé, le deuil dans la Grande-Bretagne victorienne n'était pas simplement un acte personnel de douleur. C'était une pratique sociale hautement ritualisée qui transformait une perte privée en une démonstration publique soigneusement orchestrée. Le chagrin devint quelque chose de visible, contrôlé et commercialement précieux. Son influence s'étendit à chaque foyer. Parmi les symboles les plus visibles du deuil figuraient les vêtements, strictement régis par des normes sociales, rendant impossible d'éviter ces dictats. Entrer en public sans la tenue de deuil appropriée risquait le scandale, l'embarras ou même la détérioration de la réputation sociale. La tenue de deuil servait de symbole, transmettant à la société non seulement qu'un décès avait eu lieu, mais aussi indiquant la relation du deuilleur avec le défunt et la durée écoulée depuis leur disparition.
Si le corps pouvait être inhumé en quelques jours, la tenue associée au deuil pouvait être portée pendant de nombreuses années. Les veuves faisaient face à des attentes particulièrement strictes. Pendant la phase initiale appelée deuil profond, elles devaient porter des vêtements mat noirs confectionnés en crêpe ou en bombazine, choisis spécifiquement pour leur apparence terne et sans vie. Les bijoux étaient interdits, à l'exception de pièces en jet ou de souvenirs commémoratifs contenant les cheveux du défunt. Lorsqu'elles apparaissaient en public, des voiles en crêpe ou en soie noire, parfois couvrant le visage jusqu'à la taille, étaient obligatoires. Cette période durait au moins 1 an, souvent plus longtemps, durant laquelle la veuve était censée vivre presque comme une ombre, se déplaçant silencieusement dans la vie en portant continuellement des vêtements noirs. Avec le temps, les règlements permettaient une transition vers la demi-huie. Cette étape introduisait des teintes plus douces telles que les gris, les lilas et les mohets, indiquant que le deuil diminuait mais était toujours présent. Les bijoux pouvaient être réintroduits progressivement, généralement sous des formes modestes comme des médaillons ou des broches affichant l'image ou les cheveux du défunt. Pendant cette phase, la société reprenait peu à peu à accepter les personnes en deuil, en leur adressant des invitations et en leur rendant visite à nouveau. Les hommes, quant à eux, portaient une charge beaucoup plus légère. Un simple costume noir, une cravate ou même simplement un brassard noir pouvait suffire. Leur deuil était davantage une question de geste symbolique que de déclaration de mode. Les enfants suivaient également leur propre ensemble de coutumes. Les jeunes filles pouvaient porter des robes blanches ornées de rubans noirs, tandis que les garçons portaient des manteaux de couleur sombre. La nature complexe de ces règlements a conduit à l'émergence d'une industrie entière de spécialistes en vêtements de deuil, qui fournissaient rapidement aux familles des vêtements appropriés. Certaines familles louaient même des vêtements de deuil lorsqu'elles ne pouvaient pas se permettre des pièces sur mesure. Les guides d'étiquette décrivaient des délais précis quant à la durée pendant laquelle chaque étape de deuil devait être observée, en fonction de la relation avec le défunt, qu'il s'agisse d'une veuve, d'un enfant, d'un parent, d'un frère ou d'une sœur, ou même d'un parent éloigné. Dans la société victorienne, le deuil était intégré dans le tissu même de la vie quotidienne. Chaque ourlet, voile et ruban transmettait un message, transformant la douleur en un code observable que quiconque passant pouvait interpréter. Dans la culture victorienne, les cheveux étaient considérés comme plus qu'un simple filament de kératine. Ils symbolisaient la résilience. Alors que la peau se détériorait et que les os se désagrégeaient avec le temps, les cheveux persistaient inchangés pendant des siècles. Cette durabilité en faisait un support idéal pour le souvenir. Par conséquent, ils devinrent le point central d'un rituel de deuil profondément personnel, créant des bijoux et des souvenirs à partir des cheveux du défunt. Une mèche de cheveux pouvait être tissée de manière complexe en motifs délicats, tressée comme un fil fin, ou même réduite en pigments pour colorer des portraits miniatures. Des joailliers qualifiés à Londres et à Paris maîtrisaient cet art, proposant des catalogues de bagues, broches, bracelets et médaillons spécialement destinés à la commémoration. Les familles pouvaient apporter des cheveux d'un enfant ou d'un conjoint décédé à ces artisans, qui les transformaient ensuite en souvenirs sentimentaux. Certains bijoux étaient modestes, comme un médaillon contenant une boucle de cheveux fixée avec de la soie. D'autres créations étaient remarquablement complexes, comprenant des guirlandes entières faites de cheveux tressés, des fleurs scellées sous des dômes de verre ou des bracelets entièrement tissés à partir des mèches du défunt. Contrairement aux sensibilités d'aujourd'hui, les Victoriens ne percevaient pas ces objets comme morbides. Ils les considéraient plutôt comme sincères et émouvants. Porter une bague incrustée d'une mèche de cheveux d'une mère était une manière de la garder près de soi en esprit. Les parents en deuil de la perte d'enfants commandaient souvent des couronnes élaborées en cheveux, disposant les mèches de plusieurs frères et sœurs en motifs floraux. Ces souvenirs sentimentaux, exhibés en évidence dans les salons,
servaient à la fois de mémoriaux et de sujets de conversation. Cette tradition ne se limitait pas à l'élite aisée. Des guides imprimés éducatifs montraient aux femmes comment créer des bijoux en cheveux chez elles, un artisanat aussi routinier que la broderie. Les ménages de la classe moyenne, incapables de se permettre des bijoutiers professionnels, pouvaient néanmoins rendre hommage à leurs proches avec des souvenirs faits main. Naturellement, le marché de ces objets s'étendait au-delà des usages liés au deuil. Les ornements capillaires étaient également échangés entre amoureux comme des symboles d'affection. Mais leur signification culturelle la plus profonde résidait dans le souvenir. La reine Victoria elle-même joua un rôle clé dans la popularisation de cette pratique lorsqu'elle commanda des bijoux fabriqués à partir des cheveux de son cher défunt, le prince Albert. Son influence imprégna la société, donnant un appui royal à une tradition déjà riche en signification émotionnelle. Ces souvenirs servent de rappel que le deuil victorien allait au-delà des manifestations publiques pour devenir une expression profondément personnelle. Alors que les voiles et les codes vestimentaires signalaient la douleur à la communauté, les bijoux en cheveux permettaient aux mourners de garder le défunt près d'eux, portés discrètement contre la peau et intégrés dans la vie quotidienne. Pour les Victoriens, une mèche de cheveux n'était pas un symbole sombre, elle représentait l'éternité. La période était obsédée par la mémoire, et rien ne l'illustrait plus vivement que la photographie post-mortem. À une époque où peu de familles possédaient des portraits peints et où la photographie restait coûteuse, la mort d'un proche marquait souvent l'occasion où une photographie était enfin prise. Ces images n'étaient pas de simples curiosités morbides. Elles étaient considérées comme des artefacts sacrés, souvent servant de seul souvenir visuel durable de la vie d'une personne. Les photographes spécialisés dans la capture de portraits matinaux visitaient les maisons peu après le décès, portant du matériel lourd pour installer des appareils photos à côté du défunt. Les nourrissons et les jeunes enfants étaient les sujets photographiés le plus fréquemment, en raison de la prévalence tragique de la mortalité infantile. Les adultes étaient également documentés, généralement assis dans des fauteuils ou allongés dans des lits, avec leurs vêtements soigneusement arrangés et leurs visages légèrement poudrés pour adoucir leur apparence. Pour les spectateurs contemporains, ces images peuvent sembler troublantes, mais pour les familles victoriennes, elles représentaient des expressions d'amour. Les méthodes employées variaient. Certains photographes plaçaient le défunt dans des poses réalistes, le soutenant avec des supports dissimulés ou le plaçant à côté de proches vivants. Parfois, les yeux étaient peints, ouverts après la prise de vue, créant une illusion dérangeante d'éveil. D'autres photographes privilégiaient des arrangements plus sereins, comme un enfant reposant sur un oreiller en tenant des fleurs, ou un adulte entouré de symboles religieux tels que des crucifix et des bibles. Dans chaque cas, l'intention n'était pas de mettre en évidence la mortalité, mais de préserver un dernier aperçu de la vie. Ces images étaient chéries et affichées en évidence dans les salons ou soigneusement conservées dans des albums aux côtés des portraits des vivants. Elles étaient parfois annotées avec le nom de la personne, son âge et la date de son décès, les transformant à la fois en souvenirs visuels et en monuments commémoratifs. Les familles ne voyaient pas ces photographies avec inconfort, mais avec révérence, les utilisant souvent comme points centraux de souvenirs lors des anniversaires ou des réunions de famille. La photographie post-mortem signifiait également la démocratisation de la mémoire. Alors que les portraits peints étaient auparavant un luxe réservé aux riches, la photographie rendait la commémoration accessible aux classes moyennes, à tel point que même les ménages modestes pouvaient économiser pour s'offrir un seul portrait matinal, assurant que leurs proches ne seraient jamais oubliés. Cette pratique a diminué au début du XXe siècle, alors que la mort s'est progressivement déplacée du domicile vers les hôpitaux, et que les coutumes de deuil sont devenues moins strictes. Néanmoins, à l'époque victorienne, la photographie post-mortem n'était pas considérée comme une nouveauté étrange.
Elle représentait l'union parfaite entre innovation technologique et expression émotionnelle. Pour les familles ayant peu de temps avec leurs enfants ou conjoints, une seule image conservée suffisait à garder leur mémoire vivante pour toujours. Pendant l'époque victorienne, les funérailles dépassaient de simples adieux. Elles devenaient des spectacles élaborés, des expositions de deuil soigneusement orchestrées, combinant tradition, théâtralité et symbolisme social. Organiser des funérailles pour un être cher revenait essentiellement à organiser un événement public, dont la taille et la grandeur reflétaient le statut social, la situation financière et la dévotion religieuse de la famille. La mort était transformée en une représentation théâtrale, le funérail en étant l'acte principal. Le point central de cette mise en scène était le corbillard lui-même. Les familles aisées faisaient souvent commander de magnifiques voitures tirées par des chevaux, peintes en noir et décorées de plumes d'autruche élaborées. Les chevaux étaient également équipés de harnais noirs, accompagnés de domestiques vêtus d'un livrei sobre marchant à côté. Plus la procession était importante, plus la manifestation de deuil semblait impressionnante. En contraste frappant, les familles disposant de moins de ressources faisaient face à une réalité différente. Beaucoup s'endettaient simplement pour pouvoir se permettre un corbillard ou un cercueil basique, motivés par le désir d'éviter la honte de négliger le respect dû aux défunts. Les pleureurs professionnels, appelés mutes, jouaient un rôle important dans les aspects cérémoniels des funérailles. Ces personnes s'étaient engagées pour marcher silencieusement à côté du cercueil. Leur attitude grave, soulignant la gravité de la perte. Leur but n'était pas d'afficher leurs émotions en surface, mais d'incarner le chagrin lui-même, rendant le deuil apparent, même si la famille choisissait de garder ses sentiments privés ou dissimulés. À bien des égards, il servait de représentation vivante des coutumes de deuil. Lors des cérémonies dans les églises et chapelles, les funérailles se transformaient en scènes supplémentaires d'expression performative. Les arrangements floraux étaient conçus non seulement pour leur aspect esthétique, mais aussi pour leur signification symbolique. Les lys symbolisaient la pureté, le lierre représentait la vie éternelle, et les plantes à feuillage persistant incarnaient l'espoir de la résurrection. Les membres du clergé prononçaient des éloges, mêlant des mots de consolation à des leçons morales, exhortant les vivants à méditer sur leur mortalité. Le cercueil était souvent tapissé de soie, décoré de ferrures en laiton et gravé de passages bibliques ou de vers poétiques. Pour les victoriens, assister à un enterrement était un devoir communautaire. Voisins, collègues et connaissances se rassemblaient non seulement pour rendre hommage aux défunts, mais aussi pour participer aux rituels sociaux et culturels entourant la mort. La présence à un enterrement était un signe évident de respect, tandis que l'absence pouvait alimenter des rumeurs de mépris ou de conflits. De telles occasions servaient à renforcer les liens communautaires et à affirmer les hiérarchies sociales, rappelant constamment aux individus leur place au sein de la société. En fin de compte, les funérailles victoriennes démontrent comment le deuil était exprimé extérieurement, rendu visible et joué de manière dramatique. Ce que les observateurs contemporains pourraient considérer comme somptueux ou excessif était, pour les victoriens, un moyen de transformer la mort en un événement organisé, significatif et particulièrement public. Le deuil silencieux seul était insuffisant. Il devait être affiché ouvertement. Dans la société victorienne, la mort ne faisait pas de distinction entre les jeunes, et les pratiques de deuil reflétaient cette réalité. Les enfants, malgré leur innocence, étaient censés respecter les rituels complexes du chagrin qui caractérisaient la vie sociale. Le taux de mortalité au XIXe siècle était alarmant, avec des maladies telles que la scarlatine, la diphtérie et la tuberculose qui frappaient les familles avec une rapidité tragique. Il était courant que des familles enterrent plusieurs de leurs enfants,
et les traditions de deuil reflétaient souvent la présence continue de la tristesse au sein du foyer. Les jeunes étaient vêtus en fonction de leur âge et de leur sexe. Les filles portaient fréquemment des robes blanches symbolisant l'innocence, ornées de rubans ou de ceintures noires. La couleur blanche représentait la pureté et une transition douce vers l'au-delà. Cependant, les accents noirs servaient de rappel aux observateurs que ces enfants portaient le poids du deuil. Les garçons étaient généralement vêtus de costumes ou de vestes sombres, des versions simplifiées des vêtements de deuil pour adultes. L'objectif n'était pas le confort, mais le respect des normes sociales. Même les plus jeunes enfants devenaient des symboles visibles du chagrin, leurs vêtements exprimant la tristesse aussi puissamment qu'un voile noir d'adulte. Néanmoins, les enfants n'étaient pas de simples symboles passifs. Ils devenaient également le centre d'attention de certaines des coutumes de deuil les plus sincères de l'époque. Il était courant que les familles commandent des portraits peints de leurs enfants décédés après leur mort. Parfois, des frères et sœurs étaient représentés debout à côté du corps inerte, créant un mélange étrange entre le vivant et le défunt. Des mèches de cheveux des enfants étaient conservées dans des bijoux, intégrées dans des couronnes ou placées dans des médaillons. Les parents établissaient fréquemment de petites shrines dans leur maison, comprenant des photographies, des fleurs et des souvenirs, afin de faire en sorte que la mémoire de l'enfant reste une partie tangible de la vie quotidienne. En plus des vêtements et des souvenirs, les rituels de deuil prolongés dictaient la durée du chagrin. Les guides d'étiquette précisaient des délais précis. Par exemple, les parents pouvaient pleurer la perte d'un enfant pendant 1 an, tandis que la période de deuil pour les frères et sœurs pouvait durer 6 mois. Les anniversaires du décès de l'enfant étaient observés avec solennité. Les familles se rassemblaient pour visiter les tombes, envoyer des cartes commémoratives ou organiser de petites cérémonies funéraires. Certains ménages laissaient une chaise vide à la table du dîner comme symbole quotidien de l'absence du défunt. Le poids de ces rituels était considérable, mais ils offraient aussi un cadre pour faire face à un chagrin accablant. Dans une société où la maladie et la mortalité pouvaient frapper de manière inattendue, les rites cérémoniels offraient un sentiment d'ordre. Pour les enfants, participer aux coutumes de deuil servait à la fois de responsabilité et d'expérience éducative. Cela leur inculquait dès leur jeune âge que la mort n'était pas quelque chose à cacher, mais plutôt à reconnaître et à intégrer dans le flux naturel de la vie. L'enfance victorienne était donc marquée non seulement par la menace de la mort prématurée, mais aussi par l'attente inébranlable que le deuil suivrait inévitablement. Grandir dans un tel environnement signifiait apprendre à accepter le deuil aussi naturellement que de jouer. Les pratiques de deuil victoriennes allaient au-delà du simple chagrin. Elles fonctionnaient comme un ensemble de règles comportementales qui renforçaient les valeurs sociales et les hiérarchies sociales. Cela était particulièrement évident dans le domaine des rôles de genre, où les attentes envers les hommes et les femmes étaient nettement inégales. Elles incarnaient des principes victoriennes plus larges concernant le devoir, la moralité et les rôles assignés à chaque sexe dans la société. Pour les veuves, le deuil ressemblait souvent à une forme d'enfermement. Les manuels d'étiquette précisaient qu'une femme devait rester en deuil profond pendant au moins 2 ans après la mort de son mari. Pendant cette période, elle était censée porter des robes en crêpe noire sombre, éviter les événements sociaux et mener une vie de solitude tranquille. Même après cette période de 2 ans, elle pouvait passer à un deuil partiel, en adoptant des couleurs sobres telles que le gris, la lavande ou le lilas, tout en indiquant que son existence était marquée par la perte. La douleur d'une veuve était censée être omniprésente, et sa dévotion était jugée en fonction de la durée de son retrait de la société. Certaines femmes, y compris la reine Victoria elle-même, continuaient à porter du noir de deuil pour le reste de leur vie, transformant leur chagrin personnel en un aspect permanent de leur identité. Inversement, les hommes faisaient face à des attentes beaucoup moins strictes. Un veuf pouvait porter un brassard noir ou des vêtements sombres pendant quelques mois, mais il n'y avait pas de pression sociale
pour se retirer de la vie publique pendant des années. En fait, la société encourageait souvent l'idée que les veufs fait de se remarier rapidement, surtout si des enfants étaient impliqués. Alors que l'on attendait des femmes qu'elles fassent preuve d'une loyauté sans faille indéfiniment, il était souvent permis, voire loué, aux hommes d'aller de l'avant. Ce contraste frappant mettait en évidence la double norme enracinée dans la société profondément patriarcale de l'Angleterre victorienne, où la vertu d'une femme était liée à sa soumission et à sa volonté de se sacrifier. En plus du veuvage, diverses relations étaient régies par des réglementations spécifiques. On attendait des enfants qu'ils pleurent leurs parents pendant 1 an, mais leurs frères et sœurs pendant 6 mois, et leurs cousins pendant quelques semaines. Chaque lien avait une période de deuil désignée, et négliger ces délais pouvait entraîner de subtiles accusations de manque de respect. Les femmes, en particulier, supportaient le fardeau le plus lourd. Leur tenue, leur comportement et leur manière de parler étaient scrutés pour tout signe d'indécence pendant les périodes de deuil. Une femme qui apparaissait excessivement vive ou reprenait ses activités normales trop tôt risquait l'ostracisme social. Bien que ces règlements soient stricts, ils servaient d'un but clair, transformer le deuil en un langage universellement compris. Les voiles noirs, les bijoux en onyx et les robes lavande claire servaient de signaux silencieux, transmettant des messages de dévotion, de moralité et de piété religieuse. Cependant, ils perpétuaient également des disparités sociales. La veillée des femmes devait être affichée ouvertement et prolongée, tandis que le chagrin des hommes était généralement bref et gardé privé. Ainsi, le deuil dépassait le simple cadre de la mort. Il devenait une scène où les rôles de genre étaient joués, renforcés et exhibés. Se promener dans un cimetière victorien revenait à entrer dans une forêt remplie de significations symboliques. La mort n'était pas simplement reconnue, elle était commémorée à travers la pierre, le fer et des images soigneusement choisies. Les pierres tombales, les monuments et les mémoriaux étaient ornés de motifs qui communiquaient un langage familier aux Victoriens. Chaque symbole portant des messages de foi, d'amour ou de deuil. Les figures les plus répandues représentaient des anges aux ailes déployées et aux doigts levés vers le ciel, guidant les âmes vers leur salut. Certains semblaient solennels, les yeux baissés, tandis que d'autres étaient montrés en train de pleurer ouvertement, drapés sur des urnes ou des tombes. Des colonnes brisées servaient de symboles de vie prématurément terminée, en particulier celles de jeunes individus. Les urnes drapées représentaient la mortalité humaine, tandis que les couronnes de feuillage persistants symbolisaient la vie éternelle. Même les mains jointes sculptées simplement sur les pierres tombales transmettaient des histoires significatives. Parfois, elles symbolisaient la connexion entre époux, tandis qu'à d'autres moments, elles représentaient la séparation entre les vivants et les défunts, avec une main tendue vers le ciel. Les cimetières eux-mêmes étaient des paysages conçus avec soin. Lors d'une période de croissance industrielle rapide et de zones urbaines densément peuplées, le mouvement des cimetières-jardins a transformé les sites funéraires en environnements pittoresques et magnifiques. Des chemins sinueux, des arbres décoratifs et des sculptures élaborées transformaient les cimetières en parcs ressemblant à des jardins, invitant les familles à se promener tranquillement parmi les tombes le dimanche. Ces espaces brouillaient la distinction entre deuil et loisir. Pique-niques, promenades décontractées et même couples en train de courtiser pouvaient être observés au milieu des monuments. Pour les Victoriens, entrer en contact avec les esprits des défunts faisait partie intégrante de la vie quotidienne. Les expositions commémoratives à l'intérieur de la maison reflétaient cette profondeur symbolique. Les familles conservaient des cartes de deuil ornées de bordures noires et de citations bibliques. De petites coupelles en verre abritaient des couronnes de cheveux ou des fleurs séchées provenant d'obsèques. Les portraits du défunt étaient souvent encadrés de symboles de l'éternité, tels que le lierre, les colombes ou des branches de laurier. Chaque objet soulignait l'idée que la mort, bien que douloureuse, n'était pas une fin,
mais une transition. Même les épitaphes servaient d'expression significative. Les pierres tombales portaient des inscriptions combinant l'espoir spirituel et la sentimentalité émotionnelle. Elles transmettaient des messages comme « partis mais non oubliés » ou comportaient des vers poétiques personnalisés. La vision du monde victorienne concernant l'au-delà était tangible et concrète, et non simplement théorique. Elle avait été gravée dans la pierre, reflétée dans les ornements corporels et cultivée dans des jardins dédiés à la mémoire. Ces couches de sens symbolique montrent à quel point les Victoriens cherchaient à rendre la mort plus familière en l'interprétant à travers des images métaphoriques. Dans une société où la mort était une réalité omniprésente, de tels symboles offraient un soulagement. Ils transformaient les cimetières en espaces où le deuil pouvait être exprimé ouvertement et apaisé en douceur. Chaque statue et chaque sculpture semblaient murmurer. La vie se termine, mais la mémoire persiste. À la fin du XIXe siècle, les coutumes de deuil en Grande-Bretagne étaient devenues si complexes que certains critiques commencèrent à les ridiculiser comme étant trop élaborées. Ce qui était à l'origine un ensemble de rituels pour exprimer la douleur s'était, à bien des égards, transformé en une performance théâtrale. Une forme d'art dans laquelle le chagrin était mis en scène, exhibé et jugé par le public. Dans la société victorienne, la mort n'était pas quelque chose que l'on gardait privé ou dissimulait derrière des portes closes. Au contraire, elle était exhibée ouvertement dans les espaces publics, intégrée dans les vêtements, gravée dans les monuments et documentée par des photographies. Elle devenait un spectacle public. Les cérémonies funéraires elles-mêmes ressemblaient souvent à des événements théâtraux. Plus le cortège était élaboré, plus il servait de démonstration du statut social de la famille. La taille du corbillard, le nombre de calèches en procession et la plume de plume au sommet des chevaux signalaient autant la richesse et le rang social qu'ils reflétaient le deuil ou le respect. Pour les personnes pauvres, de telles attentes pouvaient être écrasantes. De nombreuses familles contractaient des dettes pour pouvoir se permettre des funérailles dignes, conscientes qu'une inhumation simple ou sans cérémonie pouvait être perçue comme de la négligence ou de la honte. La mort n'était pas seulement une tristesse émotionnelle, mais aussi un fardeau financier important. La reine Victoria a contribué à fixer le ton culturel de ces pratiques. Après le décès du prince Albert en 1861, elle s'est retirée dans un état constant de deuil, portant des vêtements noirs jusqu'à sa propre mort 4 décennies plus tard. Son exemple a transformé le deuil en une obligation presque sacrée, incitant la société à adopter des pratiques similaires. Son dévouement sans faille a établi une norme pour les veuves à travers toute la Grande-Bretagne, renforçant l'idée que le véritable amour se reflétait dans un chagrin perpétuel. Cependant, ce qui au départ était motivé par une émotion sincère au sein de la famille royale, s'est peu à peu mu en attente stricte de la société pour tous les autres. Les critiques de l'époque considéraient souvent cette mise en scène performative comme excessive. Les journaux de l'époque critiquaient occasionnellement le port persistant du voile, les draps noirs dans les maisons et l'obsession morbide pour la photographie de la mort. Néanmoins, pour la plupart des Victoriens, ces coutumes offraient réconfort et structure. Pendant une période marquée par des épidémies imprévisibles et des accidents industriels qui tuaient de façon inattendue, les rituels permettaient d'imposer de l'ordre au chaos. Le deuil rendait la mort plus tangible, mais aussi plus contrôlable. Aujourd'hui, ce qui subsiste, ce n'est pas seulement l'image des voiles noirs et des bijoux en jet, mais aussi l'intensité profonde avec laquelle les Victoriens affrontaient la mortalité. Dans la société contemporaine, la mort est souvent dissimulée ou ignorée, mais à l'époque victorienne, les gens s'y engageaient activement, ornementant leur deuil avec des tissus, des symboles et des rituels élaborés. Pour les Victoriens, le deuil n'était pas simplement une pause dans la vie quotidienne. Il était étroitement intégré à leur existence. L'exposition de la mort servait paradoxalement de moyen pour garder le défunt prêt, soulignant que le souvenir pouvait transcender la disparition physique.
En Angleterre Tudor, les banquets allaient au-delà de simples repas. Ils constituaient des démonstrations délibérées de domination. Rois et aristocrates ne se contentaient pas de manger. Ils orchestrèrent des performances où chaque oiseau rôti, chaque coupe scintillante et chaque sculpture en sucre ornée transmettait richesse et pouvoir. Ces festins agissaient comme des spectacles politiques, leurs spectateurs étant des figures clés dont l'allégeance ou la jalousie pouvaient influencer le cours des événements. Ambassadeurs, courtisans et rivaux, dont le soutien ou le ressentiment pouvaient faire pencher la balance de l'autorité. Pour Henri VIII et Élisabeth Ier, de grands festins servaient d'outils stratégiques pour consolider leur pouvoir. La grande salle, remplie de tables lourdes et débordantes, symbolisait la richesse même lorsque la trésorerie royale était tendue, offrant des plats abondants en variétés, avec de multiples services comptant des dizaines de plats. C'était une manière d'assurer aux invités que la monarchie disposait de ressources infinies. Plus qu'un simple affichage, cela transmettait un message puissant. Si une telle quantité de nourriture pouvait être allouée pour une seule nuit, les réserves du royaume devaient être immenses. Les invités n'étaient pas censés partir simplement rassasiés. Ils devaient être éblouis. La grandeur des banquets Théouda dépassait toute explication rationnelle. Des bêtes entières rôties étaient exposées aux côtés de paons vêtus de leur propre plumage, de cygnes recouverts de feuilles d'or, et de tartes qui s'ouvraient pour révéler des oiseaux vivants, créant un spectacle d'art culinaire. L'extravagance elle-même était le but principal. Manger jusqu'à l'incapacité passait au second plan par rapport à la capacité de l'hôte à faire surgir de la cuisine et de la campagne de telles merveilles. Cependant, les banquets servaient également de vitrine de la hiérarchie sociale. Les plans de table étaient soigneusement organisés, avec le monarque ou le noble placé sous un dais, leur siège surélevé symbolisant leur autorité divine. Ceux qui étaient assis plus près du cœur de la réunion recevaient une reconnaissance plus grande, tandis que les personnes placées vers la périphérie comprenaient le message implicite. Ces festins étaient autant une manière de renforcer les rangs sociaux qu'une occasion de se nourrir. En dehors de l'Angleterre, les banquets laissaient une forte impression aux envoyés étrangers. Une somptueuse sélection d'épices importées, de vins méditerranéens et de douceurs sucrées transmettait aux ambassadeurs qu'Angleterre n'était pas un simple royaume provincial, mais un acteur actif dans les vastes réseaux commerciaux de l'Europe et au-delà. Chaque festin devenait une forme de diplomatie, rendue tangible par la nourriture. Ainsi, un banquet Touda n'était jamais simplement un repas. C'était un spectacle, une déclaration et un événement soigneusement mis en scène à la fois. Le festin était spectaculaire, mais le message sous-jacent était sans équivoque. Voici l'autorité, à la fois tangible et palpable, affichée ouvertement sur des plateaux en argent pour que tous puissent la voir. Au cœur des banquets de Touda se trouvait la table royale, qui servait à la fois de point focal littéral et symbolique du pouvoir. Partager un repas dans la même chambre que le roi ou la reine était un privilège distingué. Être assis à leur table était un honneur réservé à une élite. La estrade royale, surélevée au-dessus du reste de la salle, n'était pas seulement destinée à la visibilité. Elle fonctionnait comme un mini-trône, rappelant constamment à tous que la souveraineté s'étendait même aux rituels de dîner et de boire. La table elle-même était décorée avec autant de splendeur que le souverain. De fines nappes en lin, importées de Flandre, recouvraient la surface. Des gobelets en argent et en or massif captaient la lumière des bougies, tandis que de grands contenants de sel, souvent façonnés en forme de navires ou de châteaux, symbolisaient le statut et la rang. En réalité, la disposition par rapport aux salières servait de forme subtile de communication. Les nobles de rang supérieur étaient assis au-dessus du sel, plus près du roi ou de la reine, tandis que les invités moins distingués se retrouvaient en dessous du sel, ce qui leur rappelait leur rang inférieur même en dînant. La sélection des plats pour le banquet royal était délibérée, chaque mets
étant choisi pour sa signification symbolique. Le venison provenant des terrains de chasse royaux représentait le privilège, car seule la monarchie détenait le pouvoir d'accorder des droits de chasse. Des fruits tels que les oranges et les grenades évoquaient les liens croissants de l'Angleterre avec les routes commerciales méditerranéennes. La présence d'épices importées comme la cannelle, le poivre et la noix de muscade exprimait à la fois la richesse et l'accès aux marchés internationaux. Même le sucre, encore considéré comme un luxe à l'époque Tudor, était utilisé de manière extensive dans des sculptures ornementales appelées subtilités, des chefs-d'œuvre comestibles qui servaient également de message politique. Ces œuvres d'art comestibles pouvaient représenter des châteaux, des blasons familiaux ou des images allégoriques conçues pour flatter le monarque ou renforcer les revendications au trône. Cependant, le festin royal ne se limitait pas à l'apparat et à la grandeur. Il était également centré sur l'autorité. Les coutumes alimentaires du roi étaient profondément cérémoniales. Les serviteurs effectuaient des rituels élaborés de lavage des mains, de service du vin et de dégustation des plats. Chaque mouvement servait à souligner le rang social. Le monarque s'abstint de toucher la nourriture jusqu'à ce qu'elle soit servie, dévoilée et jugée sûre la consommer. Les observateurs, y compris des diplomates étrangers, regardaient cette séquence avec révérence, reconnaissant que l'acte de dîner était aussi méticuleusement orchestré que n'importe quelle fonction de cour. Pour les ambassadeurs d'autres nations, la grandeur du festin royal était une démonstration vive de diplomatie. Voici le souverain d'Angleterre, assis au-dessus de plats scintillants, entouré d'abondance et de tradition. Chaque bouchée consommée était destinée à symboliser la stabilité, le pouvoir et l'approbation divine. Participer au banquet royal revenait à prendre part à une représentation incarnant l'essence même de la monarchie. Le repas apportait la nourriture, mais la cérémonie incarnait l'autorité, rappelant à tous les observateurs que même le geste le plus simple, comme lever une coupe, pouvait symboliser la souveraineté. Si la table royale fonctionnait comme un trône pour le festin, alors les plats qu'il était déposés agissaient comme des performances sous une forme comestible. Des cuisiniers comme Tudor, souvent formés dans des maisons nobles ou à l'étranger, privilégiaient l'impact visuel sur la saveur. Leur création visait à étonner avant d'être goûtée. Les banquets se transformaient en scènes, avec la nourriture jouant le rôle de performers. Des plats rares et exotiques étaient valorisés non seulement pour leur goût, mais aussi pour ce qu'ils symbolisaient. Statut, richesse et influence. Un cygne rôti, dont les plumes étaient soigneusement réattachées après la cuisson, servait de pièce maîtresse frappante, proclamant la maîtrise de la maison sur la nature. De même, les paons étaient préparés de la même manière, cuits puis habillés de leur plumage vibrant, avec leur tête réattachée, et parfois leur bec faisant jaillir du feu grâce à une utilisation habile de mèches imbibées d'alcool. Des têtes de sanglier, farcies d'épices et de fruits, étaient exposées avec des défenses dorées. Ces créations culinaires étaient moins destinées à nourrir qu'à susciter l'émerveillement et l'admiration chez ceux qui les contemplaient. La présence de sucre revêtait une importance égale. À Tudor, en Angleterre, le sucre était un produit rare et coûteux, importé de plantations lointaines à l'étranger. Le mettre en évidence était une manière de montrer à la fois la richesse et les liens mondiaux. Les confiseurs créaient des motifs complexes, des sculptures fragiles en pâte de sucre modelées en châteaux, êtres mythologiques, saints ou représentations symboliques de l'autorité de Tudor. Ces œuvres artistiques transmettaient souvent des messages politiques. Une forteresse en sucre pouvait représenter la puissance militaire de l'Angleterre, tandis qu'une rose en sucre Tudor pourrait symboliser la légitimité dynastique. Les visiteurs appréciaient non seulement les confiseries, mais aussi les messages symboliques qu'elles véhiculaient. Les épices contribuaient au caractère théâtral de la scène. La cannelle, la noix de muscade, le poivre et les clous de girofle étaient utilisés généreusement, non seulement pour sublimer subtilement la saveur, mais aussi pour souligner l'opulence. Un plat fortement épicé
montrait aux invités que l'hôte possédait les moyens de se permettre des délices que la plupart des ménages ne voyaient que brièvement sur les étals du marché. Même des viandes et poissons ordinaires étaient transformés en les immergeant dans des saveurs rares et exotiques. Les éléments théâtraux allaient au-delà de la simple cuisine. Parfois, des tartes étaient cuites avec des oiseaux vivants enfermés à l'intérieur, de sorte que lorsque la croûte était tranchée, une explosion de moineaux ou de colombes s'envolait, étonnant les convives. Des gelées vives, aux rouges et verts éclatants, oscillaient sous la lumière des bougies comme des pierres précieuses. Rien n'était considéré comme trop extravagant s'il pouvait susciter l'émerveillement. Ces expositions ne servaient pas seulement d'indulgence, mais aussi de symbole. Mettre en valeur des plats exotiques était une façon de démontrer la maîtrise du commerce, du monde naturel et de l'artisanat. À une époque où la plupart des gens subsistaient avec du pain, de la bière et de simples ragoûts, la salle de banquet devenait un espace de fantaisie où la nourriture se transformait en spectacle et le repas en une expérience d'émerveillement. Si la viande représentait la force derrière les festins Tudors, alors le sucre incarnait leur esprit. Au XVIe siècle, le sucre restait une marchandise rare et coûteuse, importée à grands frais de terres lointaines. Alors que les spectateurs modernes pourraient le considérer comme banal, pour les Tudors, il était un emblème scintillant de richesse et d'élégance. En exhibant généreusement du sucre, on montrait une fortune considérable, des liens sociaux étendus et une sophistication indéniable. Des artisans habiles, souvent employés dans les maisons nobles, façonnaient le sucre en œuvres extraordinaires d'art comestible. Ces créations élaborées, appelées subtilités, étaient toutes sauf discrètes. Ils prirent la forme de petits châteaux, de saints, de créatures héraldiques, de navires et de scènes symboliques, tous méticuleusement sculptés dans de la pâte de sucre. Souvent décorés avec des colorants vifs ou dorés à la feuille d'or, ils impressionnaient les invités par leur savoir-faire avant même la dégustation. Beaucoup de ces sculptures en sucre véhiculaient des messages politiques. Par exemple, une rose en sucre pouvait symboliser la stabilité dynastique, tandis qu'une couronne en sucre rappelait la légitimité de l'autorité royale. Chaque festin servait également de plateforme de propagande, le sucre étant le principal médium. Au-delà de son rôle culinaire, le sucre était intégré dans des remèdes médicinaux et symbolisait la santé et la vitalité. Après les repas, on présentait des sirops sucrés et des pastilles, considérés comme favorisant la digestion et prévenant la maladie. Consommer du sucre n'était pas simplement une question de plaisir. C'était une démonstration de bien-être et de statut social. Le peuple ordinaire y avait rarement accès. Le miel restait leur édulcorant préféré. En revanche, les courtisans et les aristocrates trouvaient le sucre presque addictif, favorisant une culture riche en confiseries, fruits confits et fleurs conservées. L'un des usages les plus remarquables du sucre était dans la conception des salles de banquet, petites pièces séparées ou pavillons de jardin, où les desserts étaient exposés avec élégance et dans un esprit d'intimité. Dans ces espaces, les tables étaient chargées de plateaux de pain de Mars, de pâtes d'amande, de confiseries, d'écorces d'agrumes confites et de biscuits feuilletés. Les invités passaient du grand hall à ses chambres pour une seconde phase de la célébration. Une réunion plus légère, mais toujours empreinte de signification politique. La fête du sucre servait de lieu à des négociations secrètes, de subtiles propositions de mariage et de négociations diplomatiques rendues plus douces par la confiserie. La consommation excessive de sucre affecta également la santé publique à Tuda. À la fin du XVIe siècle, la carie dentaire était devenue si répandue chez les personnes aisées que les dents noircies sont presque devenues un symbole de statut, indiquant la capacité à vivre dans le luxe et l'excès. On raconte que la reine Élisabeth hier elle-même avait une prédilection pour les douceurs, en particulier les violettes confites et le pain de Mars. Ses dents, tachées par la carie, devinrent un emblème inhabituel de l'opulence royale. Lors des festins de Tuda, le sucre transcendait le simple aliment. Il devenait une forme de spectacle, un remède,
un outil de diplomatie et un symbole d'indulgence, tout cela encapsulé dans une élégance cristalline. Les banquets de Tuda étaient plus que de simples repas. Ils étaient des événements immersifs, où la musique, les spectacles visuels et les cérémonies élaborées avaient autant d'importance que la nourriture servie. Assister à un grand banquet signifiait s'immerger dans un environnement où chaque sensation était stimulée. Les visuels, les sons, les saveurs et même les fragrances jouaient leur rôle. Le divertissement était soigneusement sélectionné pour mettre en valeur la splendeur de l'hôte et pour s'assurer que le souvenir du festin reste vif pour tous les participants. La musique servait de pulsation rythmique à la célébration Tudor. Les bardes et les ensembles jouant de la luth, du viol ou du chaume se produisaient à chaque service, remplissant la salle de mélodies, évoquant le raffinement de la vie de cour. Les trompettistes annonçaient l'arrivée de chaque nouveau plat, transformant même une simple viande rôtie en une procession royale. L'interaction entre les éléments auditifs et visuels transformait le repas en une forme d'art performatif. Les invités ne se contentaient pas de manger. Ils participaient à un spectacle soigneusement chorégraphié. Les masques et les défilés ajoutaient une couche supplémentaire de théâtralité à l'événement. Des artistes costumés apparaissaient entre les plats, incarnant des figures allégoriques ou des scènes mythiques qui flattant le monarque ou célébraient des victoires dynastiques. Les masques pouvaient représenter des divinités descendant pour honorer le roi ou des acteurs déguisés en vertu et vice dans des drames moraux conçus pour renforcer l'autorité Tudor. Ces actes servaient autant de commentaires politiques que de divertissement, rappelant aux invités que même le loisir était lié au pouvoir. Les bouffons contribuaient également, apportant un soulagement comique au milieu de la grandeur. Leurs taquineries, bien que parfois piquantes, étaient acceptées car elles offraient une échappatoire autorisée à l'humour dans des environnements autrement stricts. Des artistes tels que des jongleurs, des acrobates et des dresseurs d'animaux pouvaient divertir les invités entre les plats principaux, ajoutant de la variété à l'événement. Les banquets s'étendaient souvent sur plusieurs heures ou même des journées entières, avec des divertissements qui maintenaient une ambiance animée pendant que les invités dînaient. Le cadre visuel lui-même faisait partie intégrante du spectacle. Les salles de banquet étaient éclairées par des centaines de bougies et de torches, diffusant une lueur chaude et dorée sur la vaisselle en argent poli et les plats ornés. Les tapisseries illustrant des batailles ou des récits bibliques ornaient les chambres, rappelant l'héritage noble de l'hôte et sa dévotion religieuse. Même les serviteurs en livrée se déplaçaient avec une précision méticuleusement répétée. Leur service fonctionnait comme une démonstration de discipline et de richesse. Pour les diplomates et les aristocrates en visite, le divertissement offrait plus qu'un simple amusement. Il transmettait un message puissant. Un hôte capable d'invoquer musiciens, artistes et grands spectacles à volonté non seulement affichait sa richesse, mais démontrait également sa maîtrise du pouvoir culturel lui-même. Fournir de la subsistance était remarquable, mais commander les arts était véritablement sublime. Par conséquent, les banquets Théuda combinaient cuisine et divertissement en une expérience théâtrale unifiée, ne laissant aucun invité incertain quant à la grandeur exhibée. Ils assistaient à la splendeur, soigneusement chorégraphiée du premier accord au dernier acte. Aucun banquet Théuda n'était organisé sans une conception délibérée. La disposition des sièges servait de représentation visuelle de l'influence, un diagramme tangible illustrant ceux qui avaient de l'importance et ceux qui n'en avaient pas. Le choix de l'endroit où s'asseoir et la compagnie que l'on fréquentait étaient aussi cruciaux que le repas lui-même. En effet, pour de nombreux participants, la véritable indulgence ne se trouvait pas dans leur assiette, mais dans les subtiles négociations sociales liées à la proximité avec l'hôte. Au cœur de la réunion se trouvait le souverain ou le noble, assis sur une estrade surélevée sous un dais royal. Ce n'était pas simplement pour l'apparence, cela incarnait la hiérarchie sociale. La hauteur de la estrade rappelait à tous les présents que le souverain se trouvait à la fois physiquement et symboliquement
au-dessus de tout le monde. Leur table était ornée des plus beaux tissus et des salières les plus élaborées, souvent conçues pour ressembler à des châteaux ou des navires. Partager une table avec ou à proximité du monarque signifiait profiter d'un reflet de pouvoir. Plus on s'asseyait près du souverain, plus le prestige était grand. Ceux placés au-dessus du sel, assis entre le monarque et le principal marchand de sel, étaient des personnes de rang élevé ou bénéficiant du soutien royal. Ils recevaient non seulement des portions de viande supérieures, mais aussi l'honneur d'être plus visibles. À l'inverse, ceux situés en dessous du sel, plus éloignés, étaient toujours bien nourris, mais rappelaient leur statut subordonné. Même lors d'un banquet somptueux, la répartition de l'honneur était inégale. Chaque détail renforçait l'ordre social. Les courtisans rivalisaient intensément pour obtenir les sièges les plus convoités, conscients que la proximité du souverain pouvait leur apporter influence, avancement professionnel ou faveur royale. Être relégué aux marges servait d'avertissement. Une étoile de la cour commençait à s'éteindre. Les ambassadeurs observaient attentivement leur position par rapport à leurs rivaux, interprétant cette disposition comme un indicateur diplomatique des priorités de l'Angleterre. La position d'une place pouvait transmettre plus que l'objet d'un traité formel. La configuration même de la salle soulignait cette hiérarchie. Les serviteurs se déplaçaient en procession délibérée, livrant d'abord les plats à la table du souverain avant de les transmettre aux autres. Les invités observaient cette séquence, reconnaissant que le mouvement de la nourriture reflétait la hiérarchie de l'autorité. Même des gestes tels que le lavage des mains et le service du vin étaient organisés selon le rang, avec des cérémonies élaborées à la table principale et des pratiques plus modestes aux extrémités. Pour les gens du commun qui n'avaient jamais assisté en personne à de tels festins, les descriptions des arrangements de sièges renforçaient l'idée d'une société strictement ordonnée, où la position à table symbolisait le statut dans la vie. Le banquet de Tudda était donc plus qu'une simple hospitalité. Il servait de représentation visuelle du pouvoir, rappelant constamment aux participants que la faveur et les ressources coulaient du sommet vers la base. Ces banquets n'étaient jamais uniquement une question d'indulgence. Ils servaient aussi d'arène pour la diplomatie, où chaque plat et chaque geste portaient une signification politique. À une époque où les traités étaient souvent confirmés autant par des toasts que par des accords écrits, la salle de banquet devenait une scène d'étiquette, d'exposition et de grandeur, un événement capable de conquérir des alliés, de déstabiliser des adversaires et de projeter l'image de l'Angleterre comme un royaume de richesse et de stabilité. Les ambassadeurs étrangers, assistant au banquet de Tudda, étaient présentés à des vitrines soigneusement orchestrées de splendeur et de magnificence. Le flot incessant de plats, cygnes, venaisons, créations élaborées en sucre, représentait bien plus que la diversité culinaire. Il transmettait un message: la capacité de l'Angleterre à se permettre l'excès même en période de difficulté. C'était une nation dont le souverain pouvait mobiliser des ressources à volonté. Dîner à la table d'Henri VIII, par exemple, servait de rappel de son influence étendue, de sa capacité à faire venir des épices de l'Est et des vins de France, malgré des conflits coûteux. Les banquets agissaient également comme des lieux informels de diplomatie. Alors que les traités officiels étaient ratifiés dans des chambres privées, les relations étaient souvent cultivées à travers des repas partagés et du vin. Les ambassadeurs stationnés près du roi pouvaient murmurer des compliments, suggérer des propositions ou observer les réactions. Le cadre animé, enrichi par la musique et le spectacle, facilitait la discussion de sujets sensibles avec plus de tact que dans les salles du conseil formel. De cette manière, les festins brouillaient souvent la distinction entre divertissement et stratégie politique. La dynamique politique se jouait également parmi les cercles élitistes de la nation. Les invitations à un festin servaient d'indicateur de faveur ou d'approbation. Ne pas en recevoir pouvait être interprété comme un affront délibéré. La position d'un individu par rapport au monarque
constituait une forme de communication subtile. Éloigner un rival du maître de cérémonie royal signifiait leur influence décroissante. À l'inverse, un nouveau venu assis près de la grande table indiquait leur ascension en importance. Ces rassemblements fonctionnaient comme des scènes d'inclusion et d'exclusion, où la position d'une personne pouvait être déduite de l'emplacement de sa chaise. Même le choix des plats portait une symbolique en couche. Servir de l'esturgeon, provenant des rivières anglaises, ou du venison issu des réserves royales de chasse, mettait en avant la souveraineté sur la terre et les ressources naturelles. Pendant ce temps, la présence de fruits exotiques et d'épices soulignait les liens et connexions internationales. Les nuances sucrées représentaient fréquemment des allégories d'autorité, de forteresses, de couronnes ou de figures mythiques symbolisant la domination de Tuda. Chaque repas servait de forme de propagande, enrichi en saveurs, en épices, et présenté sur des plateaux en argent. Pour les Tudors, alors, les banquets dépassaient la simple hospitalité. Ils fonctionnaient comme des outils subtils mais puissants de gouvernance et de persuasion. Recevoir un envoyé était un moyen de faire bonne impression, et le submerger de nombreuses offrandes servait de rappel que l'Angleterre, malgré sa géographie insulaire, nourrissait de grandes ambitions. Les banquets de Tuda n'étaient pas des extravagances hasardeuses, mais suivaient un rythme dicté à la fois par les calendriers ecclésiastiques et par les changements saisonniers. La religion, profondément ancrée dans la vie quotidienne, influençait non seulement le calendrier des fêtes, mais aussi la variété des aliments autorisés. Les saisons déterminaient ce qui pouvait être récolté, chassé ou conservé pour la consommation. Ensemble, ces facteurs établissaient un cycle d'abondance et de modération qui définissait la nature distinctive de la gastronomie Tuda. L'Église catholique imposait des règles alimentaires strictes, notamment en ce qui concerne le jeûne et l'abstinence. Le vendredi, pendant le carême et lors de nombreuses fêtes religieuses, la consommation de viande était strictement évitée. Néanmoins, même au milieu de ces contraintes, les célébrations de Tuda parvenaient à prospérer. Les hôtes transformaient souvent les repas de jeûne et en expositions somptueuses de poissons et de fruits de mer, proposant des options telles que anguilles, saumon, esturgeon et même des spécialités importées comme la morue salée provenant des eaux du Nord. Des tartes de poissons riches et des ragoûts copieux remplaçaient le porc rôti traditionnel et le venison, rappelant que la grandeur pouvait être atteinte dans le cadre de l'observance religieuse. Après la réforme anglaise, bon nombre de ces coutumes ont perduré, leur importance étant davantage ancrée dans la tradition culturelle que dans la doctrine théologique. Les jours de jeûne faisaient partie intégrante de la vie quotidienne, avec les changements de saison influençant ce qui était disponible. L'automne, en particulier, était la saison de la chasse, lorsque le venison et les oiseaux de gibier ornaient les tables de banquet. Les célébrations d'hiver dépendaient fortement des provisions conservées, notamment les viandes salées, les fruits secs et la bière robuste. Celles-ci étaient souvent complétées par des produits de luxe importés pour compenser les pénuries. À l'arrivée du printemps, l'attention se tournait vers les légumes verts frais, le jeune agneau tendre et les œufs, tous symboles de la nouvelle vie qui occupaient une place importante dans les festivités de Pâques. Pendant l'été, la saison de la récolte abondante, les cerises, les fraises et les pois apparaissaient dans des tartes et des ragoûts, tandis que les herbes aromatiques apportaient de la fraîcheur à des plats autrement lourds. Servir des ingrédients de saison était à la fois un choix pratique et un acte symbolique, témoignant de la maîtrise du cycle naturel. Les festivals étaient étroitement liés au calendrier agricole et devenaient parmi les événements les plus élaborés. Par exemple, Noël était célébré avec la cérémonie de la tête de sanglier, où un sanglier entier rôti était porté dans les salles au milieu des chants et des réjouissances. La nuit du 12e jour était marquée par des réjouissances, des déguisements et des douceurs. Les festins de Pâques rendaient hommage au renouveau avec l'agneau, tandis que les fêtes de la récolte célébraient l'abondance à travers le pain, la bière et les tartes remplies de produits de saison. Chaque célébration religieuse servait d'occasion pour l'exposition,
mettant en avant à la fois la dévotion et la prospérité. Ce qui ressort, c'est une représentation des banquets comme reflet du divin et du monde naturel. Organiser un festin, c'était rendre hommage à la générosité de Dieu et montrer sa capacité à la maîtriser. Même les rassemblements Tuda les plus opulents étaient enracinés dans cet équilibre. La prospérité était équilibrée par des rituels religieux, la grandeur façonnée par les cycles saisonniers. Bien que la dynastie Tuda ait pris fin au début du XVIIe siècle, sa tradition de festin a exercé une influence durable sur les coutumes culinaires anglaises. Ce qui, à l'origine, servait de spectacle politique dans les grandes salles de Henri VIII et d'Élisabeth I, résonna dans les cours des Stuarts. Les salons de dîner géorgiens, et même l'obsession victorienne pour les arrangements de tables ornées, virent la splendeur et le symbolisme du banquet Tuda servir de modèle pour la manière dont l'autorité pouvait être affichée à travers la nourriture. Un héritage durable fut l'accent mis sur la présentation visuelle. La fascination des Tudors pour le spectacle, signes plumés, sculptures en sucre, tartes débordant d'oiseaux vivants, inspira les générations suivantes à considérer la restauration comme une forme de performance. Même si les siècles suivants favorisaient des goûts plus raffinés et des saveurs subtiles, ce principe fondamental persista. La nourriture servait non seulement de subsistance, mais aussi de moyen d'impressionner les autres, de divertir les invités et de signaler le statut social. Le concept de plat orné et spectaculaire peut en grande partie être retracé au banquet Teuda. Une influence durable supplémentaire fut la prééminence du sucre. La confiserie Teuda, avec son artisanat complexe et ses douceurs délicates, a jeté les bases de l'obsession croissante de l'Angleterre pour le sucre au cours des siècles suivants. Au XVIIIe siècle, le thé sucré est devenu une coutume nationale, une pratique enracinée dans la tradition de Tuda d'utiliser le sucre comme symbole de luxe et de prestige. Les banquets somptueux des années 1500 ont contribué à établir une culture où la douceur était à la fois une source de confort quotidien et une ressource impériale précieuse. Les festins de Tuda ont également renforcé le lien entre la gastronomie et la diplomatie. La conviction qu'un grand banquet pouvait influencer des alliances ou démontrer une autorité perdura dans les cours royales ultérieures. Les ambassadeurs s'attendaient à être bien nourris et les monarques comprenaient que l'austérité pouvait être perçue comme une insulte. Même lors des banquets d'État contemporains, où les plats sont généralement plus sobres, les vestiges de grandeur de l'époque Tudor subsistent encore dans la disposition méticuleuse des plats, les plans de table et les pratiques cérémoniales. Peut-être la plus durable, cependant, fut la conviction Tudor que la nourriture reflétait la hiérarchie sociale. La disposition des tables, la répartition des portions et les formalités du service servaient toutes à renforcer les rangs sociaux. Cette culture du statut et du privilège a perduré bien au-delà de la période Tudor, influençant les coutumes culinaires anglaises pendant de nombreuses générations. Même à notre époque, le concept de la table d'honneur lors des mariages ou des banquets évoque la grandeur des halls Tudor. En fin de compte, les banquets Tudor étaient plus que de simples festins somptueux. Ils constituaient des récits culturels qui exprimaient les notions de pouvoir, de richesse et d'identité en Angleterre. Bien que les démonstrations élaborées comme les signes en plumes et les châteaux en sucre aient disparu des tables modernes, les leçons de la tradition Tudor restent pertinentes. Offrir de la nourriture aux autres est en fin de compte une manière de communiquer qui vous êtes et quelle autorité vous détenez.